Bonjour à toutes et à tous. Très prochainement sur l'espritsorcier.org, nous vous proposerons un grand dossier scientifique sur l'espèce humaine. J'ai bien dit l'espèce et non pas la race ou les races, car au-delà de nos apparences, au-delà de nos couleurs de peau, eh bien à l'intérieur, nous sommes tous constitués de la même façon. Et cette vérité scientifique, il est toujours bon de la rappeler, peut-être encore plus en ce moment où l'on sent très bien que les crispations identitaires et le racisme reprennent du poil de la bête. Alors, en prélude de ce dossier, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir chez nous Lilian Thuram. Bonjour Lilian. Bonjour. Alors, ça fait plaisir de vous recevoir ici. Vous, avec votre fondation Éducation contre le racisme, vous lancez cette année une grande exposition itinérante. Vous allez faire le tour de France. Alors, pourquoi cette expo et pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant? C'est dans la continuité du travail que nous faisons depuis plusieurs années. Et donc, c'est une exposition sur l'être humain. Je pense que c'est important toujours d'apporter des connaissances, notamment pour les enfants, pour qu'on puisse se penser autrement à travers des catégories. C'est vrai que l'histoire nous enferme dans des catégories qui peut être la couleur de peau, qui peut être le genre ou même la sexualité. Et je crois qu'il faut rappeler simplement aux enfants que chacun de nous, chacun d'eux est unique et avant tout un être humain et qu'il faut essayer de comprendre que les conditionnements de tout un chacun nous emmènent à réfléchir d'une certaine manière. Donc l'expo va s'appeler Être humain. On va y revenir un petit peu plus dans le détail, mais je voudrais qu'on fasse un petit flashback, qu'on revienne un petit peu sur votre vécu, sur le passé. Vous êtes né en Guadeloupe, en Guada, en 1972, c'est ça ? Exact. Vous l'avez rencontré, le racisme ? Et à quel moment ? C'est en arrivant dans la région parisienne en 1981 où on m'a fait comprendre que j'étais noir. Parce que j'ai dit souvent, on devient noir dans le regard de l'autre. Ça a été une découverte à ce moment-là ? Ouais, ça a été une découverte, un peu, je dirais une découverte un peu violente quand même. Ouais. Parce que effectivement, en me disant que j'étais noir, on me disait aussi que j'étais inférieur. Dans le sport, est-ce que ça existe ? Le racisme ? Oui. Bien sûr. Et à haut niveau, au niveau du football par exemple, de haut niveau, ça existe aussi ? Ben, ça existe très peu dans les équipes. Quand je jouais au foot, par exemple, en Italie, il y avait des personnes qui faisaient le bruit du singe quand les personnes de couleur noire touchaient la balle. Mais encore une fois... Ça dans les tribunes ? Oui, dans les tribunes. Mais moi, j'avais cet avantage-là parce que je comprenais le mécanisme. Ces personnes essaient de vous dire, voilà, je suis blanc, je suis supérieur à toi. Parce qu'en fait, c'est ça le racisme. Ouais. C'est avant tout une question de domination. Et alors, vous réagissez comment ? Ben, ça déconcentre ? Personnellement, est-ce qu'il y a des joueurs qui le prendraient mal ? Ah, mais il y a des joueurs qui le prennent très très mal. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je comprends très facilement pourquoi, par exemple, certains supporters font le bruit du singe. C'est parce que pendant des siècles, on a expliqué que les personnes de couleur noire étaient le chaînon manquant entre le singe et l'homme. On a expliqué pendant des siècles que les personnes de couleur blanche étaient supérieures. Donc, le racisme existe encore aujourd'hui parce que nous n'avons pas totalement déconstruit cette façon de penser. Bah alors justement, on en vient aux causes, aux raisons, selon vous, du racisme. Ça remonte loin, ça remonte, j'ai lu des choses, vous dites, ça remonte à l'esclavage ? Ben en fait, c'est pendant l'esclavage qu'on a conforté les populations, je dirais blanches, qu'elles étaient supérieures aux Noirs. C'est-à-dire, il y a eu toute une construction intellectuelle pour emmener certaines personnes à se penser supérieures. Mais c'était pour mieux exploiter les personnes de couleur noire. Donc ce racisme, ou les racistes, vous ne dites pas que vous leur pardonnez, mais vous les comprenez ? Oui, je comprends qu'aujourd'hui nous vivons dans une société raciste où certaines personnes ont un complexe de supériorité sur d'autres. C'est exactement la même chose que le sexisme. C'est-à-dire que pendant des siècles, on a expliqué que les hommes étaient supérieurs aux femmes et les hommes le pensent encore. Voilà, c'est le fruit de notre histoire. Okay, donc les comprendre, ça ne veut pas dire débattre et faire en sorte que les choses changent. Et c'est pas aussi, les comprendre, ça veut dire aussi expliquer que ces personnes en question, c'est-à-dire qui font des insultes très visibles, ce n'est que la partie la plus vulgaire du racisme. Ce n'est que la partie la plus vulgaire. Parce que le racisme le plus dangereux,
c'est le racisme inconscient. C'est les personnes qui ne se pensent pas racistes et qui ont du mal à penser certaines personnes dans des situations de pouvoir. C'est des personnes qui vont refuser un travail à quelqu'un parce que cette personne n'est pas de la bonne couleur. Ça, c'est le racisme le plus violent. Ils le font inconsciemment. Ben, attendez, ils le font inconsciemment ou sciemment. Parce qu'encore une fois, lorsque vous êtes dans une situation de domination, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent le rester. Mais, bon, on parlait du colonialisme, on parlait de l'esclavage. C'est quand même vieux tout ça. Aujourd'hui, ça a avancé. Alors comment on explique qu'il y a encore du racisme? Le racisme, c'est avant tout une question d'émotion. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut raisonner sur le racisme, on peut apporter des informations. Mais tant que chacun de nous, on ne fait pas un travail qui est extrêmement profond et qui est difficile pour changer nos mentalités, pour se dire, voilà, moi aussi j'ai des préjugés. Parce que beaucoup de personnes sont dans une certaine hypocrisie et ne veulent pas voir qu'il y a encore du racisme. Ils ne veulent pas voir qu'ils se perçoivent avant tout à travers une couleur de peau. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que certaines personnes peuvent penser l'autre à travers sa couleur de peau, mais ne pas se penser eux à travers leur couleur de peau. Et donc, je dis souvent, mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Ma mère est née en 1947 pendant la colonisation et la ségrégation aux États-Unis. Moi, je suis né en 1972, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, vous voyez bien, c'est extrêmement proche. Donc, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des personnes encore avec des préjugés négatifs selon la couleur de la peau de quelqu'un. Mais en même temps, on a l'impression que le racisme, ça monte, ça redescend un peu en fonction des événements. Si on prend 1998, c'est un bon souvenir pour vous, hein. La France, l'équipe de France gagne, pour tout le monde, le mondial de foot. Et à ce moment-là, la France entière est très fière d'être black, blanc, beurre, comme on dit à l'époque. On a l'impression que la France est un modèle d'intégration. Est-ce que ça a été un tournant ? Ben moi, écoutez, je reste persuadé qu'il y a aujourd'hui moins de racisme qu'en 1998. Nous allons dans une société où il y a de moins en moins de racisme. D'accord. Et je crois que c'est ça qui crée problème. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes qui commencent à comprendre que leur couleur de peau ou leur nationalité n'est pas le plus important pour légitimer leur domination. Qu'il y a des revendications de plus en plus égalitaires. Et donc c'est ça qui change. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, nous sentons que nous ne sommes plus le centre du monde. Et je pense que ça joue aussi. C'est-à-dire, les enjeux, les hiérarchies sont en train de bouger. Et donc, certaines personnes veulent s'accrocher en disant « c'est tout à fait légitime que je passe avant ». Mais pourquoi ? Ben, parce que je suis ce que je suis. Ah non, mais c'est pas juste. Non, ben non, si c'est juste que je passe avant. Non, c'est pas juste. Et donc je pense que c'est ce débat-là qui crée problème. Et moi je reste persuadé que nous n'avons pas une bonne lecture. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'il y a plus de racisme qu'avant ? Vous n'avez pas l'impression, vous, dans l'ambiance, qu'il y a quand même un retour un peu du racisme ? Disons les choses franchement. Vous savez très bien qu'il y a de plus en plus d'électeurs du Front National. Alors, on ne va pas dire que tous les électeurs du Front National sont des racistes, c'est pas ça le propos. Mais un repli identitaire. Vous voyez, moi je pense que les électeurs du Front National sont racistes. Ok. Parce que vous venez de dire alors, que... si on considère qu'il y a de plus en plus d'électeurs du Front National, il y a de plus en plus de racistes. Mais il y a de plus en plus de gens qui ne votent pas aussi. Aussi. Je pense que c'est ça qui est intéressant à dire. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne votent pas et qui ne se reconnaissent pas dans la politique aujourd'hui. Le discours politique et médiatique nous emmène à des crispations. Parce que souvent la politique s'appuie sur les peurs des gens. Et non, mais justement, on crée certaines peurs. Mais encore une fois, comment vous pouvez dire, il suffit d'aller dans les écoles, j'étais dernièrement dans une école de commerce, où les enfants me disaient, oui, monsieur Thuram, il y a de plus en plus de racisme, et les choses ne changent pas. Et je leur dis, mais attendez, regardez-vous. Il y a 20 ans, c'était impossible d'avoir autant de diversité dans une grande école de commerce. Ça, c'est la réalité. Ouais. Et donc, je pense qu'avant, il y avait beaucoup plus de racisme. Aujourd'hui, il y a des discussions. Mais peut-être que le racisme prend une définition encore plus large que la couleur de peau aujourd'hui, avec les flux migratoires, les problèmes de migration qu'on connaît en France, par exemple avec des amalgames aussi religieux. Parfois, regardez ce qui se passe à Calais, ça fait naître quand même dans certaines régions
des craintes, pas forcément justifiées, mais en tout cas elles sont présentes. Oui, mais ces craintes sont dues encore une fois au discours politique qu'on porte sur ces déplacements de population. Si on expliquait qu'effectivement ces personnes ont le droit de vivre déjà, si on expliquait que ces personnes se déplacent parce qu'il y a la guerre dans leur propre pays... Il y a les médias qui le font beaucoup quand même. Ouais, mais je pense pas. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on retient comme discours. On parle toujours du négatif. Et moi, c'est ce qui me fait peur. C'est-à-dire que à chaque fois que vous écoutez la radio ou la télévision, eh ben, on attise les peurs chez les gens. On ne parle pas de ce qui se passe très très bien. Et je pense qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui dans nos sociétés qui travaillent pour l'égalité. C'est pour ça que je ne peux pas laisser dire qu'aujourd'hui il y a plus de racisme que hier, parce que c'est faux. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer le racisme qu'il y a aujourd'hui et qu'il ne faut pas mettre en place des outils pédagogiques pour éduquer les gens. Mais je reste persuadé qu'il faut faire très attention au discours parce que les êtres humains, nous sommes avant tout des gens qui fonctionnent par émotion. Et donc, si vous diffusez dans la société française des émotions négatives, on va finir par se persuader que c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression en France que tout le monde se radicalise et que la problématique la plus importante, c'est la radicalisation des jeunes. Il faut simplement rappeler que c'est une minorité de jeunes et que la grande majorité, ils veulent juste s'en sortir, être respectés, trouver du travail et bien s'intégrer dans la société française comme tout un chacun. Bien sûr. Alors, cela étant dit, il y a encore du travail quand même à faire pour lutter contre le racisme, hein, sinon votre association n'aurait pas de raison d'être. Eh bien, écoutez, c'est quoi la meilleure solution? Comment on fait? Comment on peut avancer? Vous, votre mot d'ordre, c'est éduquer, éducation. Ben, effectivement, je pense que ça passe par l'éducation. L'éducation, c'est avant tout la discussion, la compréhension des mécanismes qui nous emmènent à porter des jugements. Comprendre le système dans lequel nous vivons, c'est par exemple lorsque les politiques prennent la décision de faire des différences entre Français, entre les binationaux et les nationaux, là, ça c'est dangereux, parce qu'il y a des nous et des eux, et vous délégitimez les gens. Et il faut expliquer aux personnes qui peuvent se sentir délégitimées de ne pas accepter d'être délégitimées en se disant « Ok, j'ai la réponse à ce que j'attendais, ils ne me considèrent plus comme Français, moi-même, je me retire. » Il faut leur expliquer que non. C'est le moment justement de dire « Écoutez, peu importe vos discours, moi je suis Français et je vais participer à construire une société où j'aurai ma place. » Et en respectant tout un chacun. Alors comment on éduque? Pas si simple, c'est pas simplement de donner des vérités comme ça, vous vous dites toujours, il faut désapprendre d'abord. Ben, tout d'abord, essayer de comprendre que nous sommes encore une fois le fruit d'une histoire. Que chacun de nous, on se pense neutre parfois, mais non, nous ne sommes pas neutres. Ça dépend du conditionnement familial, exactement, de tout. Oui, de tout. Et donc je pense que ce que nous devons développer chez les enfants notamment, c'est cette liberté de penser. Penser en dehors de ses conditionnements. Penser avant tout en respectant l'autre, en pensant que l'autre est un être humain. Et ne pas avoir parfois des complexes de supériorité ou des complexes d'infériorité. Et je pense encore une fois, il est important de donner, comme je dis souvent, enseigner, c'est donner de l'amour. Et je crois qu'il faut essayer d'insuffler de l'amour dans notre société. C'est peut-être ça qui manque un peu. Donc en fait, on n'est pas raciste, on le devient. Et c'est ça qu'il faut essayer de déconstruire. Et vous le faites. Alors si on prend l'exemple de votre exposition itinérante, vous vous adressez surtout aux jeunes. C'est quoi? C'est des 8 ans, à partir de 8 ans? Ben oui, en fait ça touche tous les âges. Parce qu'à partir du moment où vous travaillez pour les jeunes, bon qu'après il peut avoir les adultes. Ouais, l'idée c'est qu'on puisse débattre de ce sujet-là dans la société française. C'est-à-dire que les enfants, en ayant des informations, aillent à la maison et discutent de ce qu'ils ont appris. Parce qu'encore une fois, on nous apprend énormément de choses lorsque vous allez à l'école. On vous apprend les mathématiques, on vous apprend l'histoire. Mais on n'apprend pas comment vous fonctionnez en tant qu'être humain. Après, on essaie de travailler avec les enfants parce que les adultes, nous sommes beaucoup plus conditionnés, donc plus difficiles à bouger. Et puis en plus de ça, peut-être que les enfants peuvent être de bons prescripteurs d'idées pour leurs parents. Le but, c'est de créer une discussion au sein des familles et au sein de la société. Parce qu'encore une fois, je pense que
trop souvent, il y a des questions qu'on n'aborde pas parce qu'on a l'impression que c'est tabou. Non, c'est pas tabou de parler de l'égalité. Parce que, en fait, parler du racisme, du sexisme, de l'homophobie, c'est parler avant tout d'égalité. Et pourquoi il n'y a pas l'égalité? Pourquoi certains sont dans une situation où ils refusent l'égalité à d'autres? Parce que c'est ça la réalité. Oui. On parle par exemple du mariage pour tous. Quel est le conditionnement qui vous emmène à aller dans les rues en disant non, ils n'ont pas le droit de faire comme nous? Eh bien, c'est ça qui m'intéresse, moi. Et il fut un temps, c'est les femmes qui étaient dans la rue pour avoir le droit de vote et les hommes disaient non, ils n'ont pas le droit de vote. C'était des personnes de couleur noire qui allaient dans la rue pour l'égalité. Certains disaient non, ils n'ont pas le droit à l'égalité. Et c'est ça qui est intéressant. Et souvent, on reproduit ces hiérarchies par pure habitude. Parce qu'on a toujours fait comme ça, on va continuer à faire comme ça. Ben, il faut changer les mentalités. Voilà. D'accord. Alors, on ne va pas tout raconter, parce que si on veut des précisions, il faut aller sur le site de la Fondation Lilian Thuram. Mais en quelques mots, comment ça va se passer, cette exposition? Ben, écoutez, en fait, quoi la démarche? La démarche, tout d'abord, on a travaillé avec les petits débrouillards. Les petits débrouillards. Pour les citer, qui sont nos Exact. partenaires aussi. Ah, très bien. Ouais. Et donc, on a monté cette exposition qui va être mise à disposition des personnes qui vont demander, ça veut dire les collectivités. Et ça va pouvoir aller partout en France. Nous avons déjà des demandes aussi à l'étranger et j'espère qu'on pourra aussi apporter cette exposition dans les Outre-mer. Ouais. Et donc, il y aura des animateurs avec les enfants pour les guider sur ce que c'est un être humain. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans l'exposition, ce sont 3 extraterrestres qui parcourent la Terre et qui expliquent comment sont les êtres humains, comment ils fonctionnent. Donc ça permet de prendre de la distance comme ça. Non, ça permet de dire aux enfants qu'effectivement, nous faisons partie de la même humanité. Ouais. Et pour faire partie de la même humanité, il faut qu'il y ait un extraterrestre. Voilà. Parce que sinon, les enfants vont se voir à travers des catégories. Et je pense qu'il faut arrêter de se voir à travers de ces catégories. En guise de conclusion, il y a une phrase que vous avez reprise sur votre fondation, sur le site de votre fondation. C'est une phrase d'Albert Einstein. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Ben effectivement, parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que très souvent, c'est avant tout une minorité qui crée le mal. Et la grande majorité des gens tournent le regard autre part. Mais si chacun de nous, on se manifeste, en voulant vraiment l'égalité, les choses iraient beaucoup plus vite. Je dis souvent aux enfants, lorsqu'on aborde le sujet de l'esclavage, n'oubliez jamais que c'est une minorité de personnes qui agissent par cupidité et qui construisent le discours sur les personnes de couleur noire. Voilà. Et l'esclavage, ce n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes, c'est un système économique. Et donc, le système économique est toujours mis en place par un petit nombre qui sont dirigés par, encore une fois, cette cupidité. Donc il faut que ceux qui regardent ne laissent pas faire. Non, il ne faut jamais laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Non, jamais. Okay. Merci beaucoup. Merci Lilian. Au plaisir. Au plaisir aussi. Merci.